La photo est apparue sans crier gare. Un éclat de blanc et de sourire sur le petit écran de mon téléphone. Mon fils, Marc, et sa femme, Sophie, se tenaient sur le parvis d'une église que je ne reconnaissais pas. Sophie portait une robe couleur crème, et Marc un costume bleu marine qui lui allait bien. Entre eux, un petit paquet de dentelle blanche. Mon petit-fils. Léo. La légende disait, journée inoubliable pour le baptême de notre petit Léo. Tellement d'amour. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Le soleil filtrait à travers les vitraux de l'église derrière eux, créant des halos de lumière. Ils semblaient heureux. Radieux, même. Des dizaines de commentaires s'accumulaient déjà en dessous. Félicitations. Il est magnifique. Quelle belle famille. J'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine. Le tic-tac de la vieille horloge de ma grand-mère semblait soudainement plus fort, chaque seconde martelant un mot dans mon esprit. Ablé. Pas invité. Ablé. Ce n'était pas une surprise. Pas vraiment. C'était plutôt la confirmation de quelque chose que je sentais depuis des années, une érosion lente et silencieuse de ma place dans leur vie. J'étais devenue une commodité, une pensée après coup. Une case à cocher sur une liste de choses à faire pendant les vacances. Appelle maman. Je me suis souvenu du Noël d'il y a 2 ans. J'avais passé 2 jours à préparer ma fameuse tarte aux pommes à la cannelle, celle que Marc adorait quand il était enfant. Quand je suis arrivée, Sophie l'a prise avec un sourire crispé. Oh, merci, Hélène. Mais tu sais, les enfants ne mangent pas vraiment de dessert à l'ancienne. On a commandé une bûche glacée. C'est plus simple. Elle avait mis ma tarte sur un coin du plan de travail de la cuisine, où elle est restée, intacte, jusqu'à mon départ. Je l'ai remportée chez moi, le cœur lourd comme la pâte détrempée. Il y avait eu aussi mon anniversaire, l'année dernière. Il m'avait appelé, en haut-parleur depuis la voiture. Je pouvais entendre Léo pleurer à l'arrière. Joyeux anniversaire, maman. On est en route pour un week-end à la campagne, on a trouvé une offre de dernière minute, impossible de refuser. On se rattrapera, promis. Ils ne se sont jamais rattrapés. J'ai mangé seule une part de gâteau que j'avais acheté pour moi-même, en regardant la télévision. Chaque fois, il y avait une excuse. Une explication plausible. Ils étaient occupés. La vie moderne était compliquée. Ils essayaient de simplifier, de rationaliser. Et dans leur quête d'efficacité, j'étais devenue un élément à rationaliser. Une tradition encombrante. Mais ça, le baptême, c'était différent. Ce n'était pas un oubli. C'était un choix. Un événement planifié, organisé, où des invitations avaient été envoyées, des tenues choisies, un lieu réservé. Et dans toute cette planification, mon nom n'était jamais apparu. La grand-mère paternelle. La mère de leur père. J'avais été délibérément exclue. J'ai repris mon téléphone. J'ai zoomé sur la photo. J'ai regardé les visages des autres invités en arrière-plan. Les parents de Sophie, bien sûr. Des amis que je ne connaissais pas. Personne de ma famille. Personne de mon côté de l'histoire. C'était comme si mon existence, et tout ce qui venait avec moi, avait été effacé de l'équation. Une froideur s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était quelque chose de plus profond, de plus calme. Une sorte de deuil. Le deuil de l'illusion que je m'étais obstinément accrochée à maintenir. L'illusion que, malgré tout, j'étais encore importante pour eux. Le téléphone a vibré. Un nouveau commentaire sous la photo. C'était ma nièce, la fille de ma sœur, qui vivait à l'autre bout du pays. Il est adorable. Hélène, tu dois être aux anges. Tu as l'air si fière sur les photos. Elle avait dû me confondre avec la mère de Sophie. L'ironie était si cruelle qu'elle m'a presque fait sourire. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer que je découvrais cet événement en même temps que le reste du monde, sur un réseau social? Comment admettre cette humiliation? Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. Le jardin était calme. Les roses que mon mari avait plantées il y a 30 ans commençaient à fleurir. Il me manquait terriblement à ce moment-là. Il aurait su quoi faire. Il aurait appelé Marc et lui aurait parlé, d'homme à homme. Il n'aurait jamais laissé une telle chose se produire. Mais il n'était plus là. J'étais seule. Le silence de la maison était assourdissant. Il était rempli de toutes les choses que je n'avais jamais dites. Toutes les fois où j'avais avalé ma peine, où j'avais fait semblant de comprendre, où j'avais accepté leurs excuses faciles pour préserver une paix qui n'existait que pour eux. J'ai pensé au fond d'études. Je l'avais ouvert le jour de la naissance de Léo. C'était ma grande contribution, mon cadeau pour son avenir. Chaque mois, depuis 2 ans,
je versais une somme importante sur ce compte. Plus que ce que je pouvais vraiment me permettre, parfois. Je m'imaginais Léo, dans 18 ans, allant à l'université, réalisant ses rêves, et je me disais que sa grand-mère y aurait contribué. C'était ma façon de lui dire « je t'aime », même quand ses parents me tenaient à distance. Une pensée, froide et claire comme du verre, a traversé mon esprit. Pourquoi ? Pourquoi continuais-je à construire un pont vers un avenir où je n'avais manifestement pas ma place ? Je finançais l'éducation d'un enfant dont on m'interdisait de célébrer les étapes importantes de la vie. Mes mains ne tremblaient pas. C'est ce qui m'a surprise. D'habitude, quand j'étais contrariée, mes mains me trahissaient. Mais là, elles étaient parfaitement immobiles. Je les ai regardées, posées sur le rebord de la fenêtre. Des mains de vieille femme, avec des veines saillantes et des taches de vieillesse. Des mains qui avaient changé les couches de Marc, qui avaient soigné ses genoux écorchés, qui avaient préparé des milliers de repas. Des mains qui avaient signé les papiers pour créer ce fonds d'études. La décision n'a pas été prise avec colère ou avec un désir de vengeance. Elle est arrivée comme une évidence. Une conclusion logique à une longue série de preuves. Le temps de donner était terminé. Le temps de préserver ce qui me restait avait commencé. Je suis retournée à la table de la cuisine. J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti un carnet et un stylo. J'ai écrit 2 mots sur la première page. 1. Banque. 2. Avocat. C'était tout. La liste de ma nouvelle vie. Je n'ai pas pleuré. Les larmes semblaient inutiles, une dépense d'énergie que je ne pouvais plus me permettre. La tristesse était là, bien sûr, une masse lourde et dense au fond de mon estomac. Mais par-dessus, il y avait une nouvelle sensation. Une sorte de clarté. Une résolution. Le brouillard dans lequel je vivais depuis des années, à espérer des miettes d'attention, venait de se dissiper. Et dans cette clarté, je voyais le chemin à suivre. Je me suis préparé une tasse de thé. Le rituel était réconfortant. Le bruit de l'eau qui bout, la chaleur de la tasse entre mes mains, l'odeur de la bergamote. C'était un acte simple, pour moi seul. Personne d'autre n'en profitait. Personne d'autre ne le jugeait. C'était à moi. Et en buvant ce thé, dans le silence de ma cuisine, j'ai senti quelque chose changer. Le sentiment d'être une victime commençait à s'estomper, remplacé par la certitude tranquille d'une femme qui allait, enfin, reprendre le contrôle. La nuit a été longue. Je n'ai pas beaucoup dormi. Des souvenirs remontaient par vagues. Marc enfant, me tendant un dessin avec un grand soleil jaune. Marc adolescent, me confiant ses peines de cœur. Marc jeune homme, me présentant Sophie pour la première fois, ses yeux brillants de fierté. Où était passé cet homme ? Quand était-il devenu cet étranger qui organisait la vie de son fils sans même penser à sa propre mère ? J'ai compris que je pleurais non pas l'homme qu'il était devenu, mais celui que j'avais perdu. Et je pleurais la grand-mère que je n'aurais jamais la chance d'être. Celle qui lirait des histoires le soir, qui ferait des gâteaux pour les anniversaires, qui assisterait au spectacle de l'école. Sophie avait veillé à ce que ce rôle soit le sien, et seulement le sien. Sa mère était la grand-mère officielle. J'étais une parente éloignée. Une obligation. Au petit matin, quand les premiers rayons de soleil ont traversé les rideaux, ma résolution était plus forte que jamais. La tristesse était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. Elle était devenue un carburant. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché le numéro de téléphone de ma banque. J'ai trouvé le nom du gestionnaire de compte qui m'avait aidé à ouvrir le fonds pour Léo. Monsieur Martin. Un jeune homme poli et efficace. Puis, j'ai cherché le nom d'un avocat spécialisé en droit de la famille. J'ai trouvé un cabinet en centre-ville. Maître Dubois. Le nom sonnait solide. Restaurant. J'ai pris mon petit déjeuner. 2 toasts, un peu de confiture. J'ai mangé lentement, méthodiquement. Chaque geste était délibéré. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais dans l'action. À 9 heures précises, j'ai appelé la banque. J'ai demandé à parler à Monsieur Martin. Sa voix était aussi professionnelle que dans mon souvenir. Bonjour, Madame Leclerc. En quoi puis-je vous aider ? Bonjour, Monsieur Martin. Je voudrais prendre rendez-vous pour discuter du fonds d'études que j'ai ouvert pour mon petit-fils, Léo Leclerc. Bien sûr. Y a-t-il un problème ? Non, pas un problème. Un changement, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable. Je souhaite le clôturer. Il y a eu un court silence à l'autre bout du fil. Le clôturer ? Entièrement ? Entièrement. Très bien. Pouvez-vous passer cet après-midi ? Disons, 14 heures ? Je serai là. J'ai raccroché. Le premier pas était fait. C'était plus facile que je ne l'avais imaginé. Ensuite,
J'ai appelé le cabinet de Maître Dubois. J'ai expliqué brièvement ma situation à sa secrétaire. Je voulais revoir mon testament et ma procuration. J'ai obtenu un rendez-vous pour le lendemain. Après ces 2 appels, je me sentais étrangement calme. J'avais repris le volant de ma propre vie. Pendant des années, j'avais laissé Marc et Sophie conduire, me contentant d'être une passagère silencieuse sur la banquette arrière, regardant le paysage défiler sans avoir mon mot à dire sur la destination. Maintenant, je changeais de cap. J'ai passé le reste de la matinée à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai fait le tri. J'ai commencé par le coffre en bois dans ma chambre. Il était rempli de souvenirs de Marc. Ses premières chaussures, son doudou, des piles de dessins. Je les ai regardés un par un. Chaque objet était un petit éclat d'un passé révolu. J'ai pris un grand sac poubelle. Et j'ai commencé à le remplir. Pas avec colère. Avec une sorte de détachement chirurgical. Ces objets appartenaient à un garçon qui n'existait plus. Ils prenaient de la place, de la poussière. Ils me maintenaient prisonnière d'une nostalgie qui m'empêchait d'avancer. Dans un coin du coffre, j'ai trouvé une petite boîte. À l'intérieur, il y avait des cadeaux que j'avais achetés pour Léo. Un petit pull en laine que j'avais tricoté. Un livre d'images. Un petit train en bois. Je les avais achetés au fil des mois, en prévision de visites qui n'avaient jamais eu lieu. J'ai pris la boîte et je l'ai mise près de la porte d'entrée. Je la déposerai à une association caritative en allant à la banque. Un autre enfant en profiterait. Un enfant qui, peut-être, avait une grand-mère qui pouvait le voir. Sur le mur du salon, il y avait une grande photo de famille, prise au mariage de Marc et Sophie. Nous étions tous là. Souriants. Une image de bonheur parfait. Une illusion. J'ai décroché la photo du mur. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai simplement retournée, face contre le mur, et je l'ai posée dans un coin. Je n'avais plus besoin de regarder ce mensonge tous les jours. À 13h30, je me suis préparée pour aller à la banque. J'ai choisi de porter mon plus beau manteau, celui que je réservais pour les grandes occasions. C'en était une. L'occasion de ma propre libération. La banque était climatisée et silencieuse. L'odeur était impersonnelle, un mélange de papier et de produits d'entretien. Monsieur Martin m'a accueilli avec un sourire professionnel. Nous nous sommes assis dans son petit bureau vitré. Alors, Madame Leclerc, vous souhaitez donc clôturer le compte épargne de Léo. C'est une décision importante. Êtes-vous certaine? Absolument certaine, ai-je dit. Il a hoché la tête, sans poser plus de questions. Il a tapé sur son clavier. Une imprimante a ronronné. Il m'a tendu un formulaire. Il suffit de signer ici. Les fonds seront recrédités sur votre compte principal d'ici 24 heures. J'ai pris le stylo. Ma main était toujours stable. J'ai signé. Le nom Hélène Leclerc s'est étalé en bas de la page, ferme et décidé. C'était fait. Des dizaines de milliers d'euros, économisés patiemment, mois après mois, pour un avenir qui n'était plus le mien à construire. En sortant de la banque, je me sentais plus légère. Le poids de cette obligation, de ce cadeau unilatéral, avait disparu. J'ai déposé le sac de jouets et de vêtements dans la boîte de dons de l'église locale. J'ai imaginé le petit pull en laine sur les épaules d'un autre enfant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Marc. Je n'ai pas répondu. L'appel est allé sur la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, un message texte est arrivé. Maman, rappelle-moi. Urgent. Je savais ce que c'était. La banque devait les avoir notifiés de la fermeture du compte. L'urgence n'était pas pour moi. Elle était pour eux. Leur plan financier venait de subir un léger contretemps. J'ai regardé le message. Puis, j'ai fait quelque chose de nouveau. J'ai appuyé longuement sur le message, et j'ai sélectionné « Supprimer ». Je ne l'ai pas relu. Je ne l'ai pas gardé. Je l'ai effacé. Le téléphone a sonné à nouveau. Puis encore. J'ai fini par le mettre en mode silencieux. Le silence est revenu dans la maison. Mais cette fois, c'était un silence choisi. Un silence puissant. Ce n'était plus le silence de l'attente, mais le silence de la réponse. Ma réponse à des années de négligence. Le lendemain, je suis allée chez Maître Dubois. Son bureau était lambrissé de bois sombre et sentait le cuir et la cire. Il était plus âgé que je ne l'imaginais, avec des yeux vifs et attentifs derrière des lunettes fines. Je lui ai expliqué la situation. Comment. Factuellement. Sans larmes ni apitoiement. J'ai parlé de mon désir de reprendre le contrôle de mes finances et de mes décisions. J'ai mentionné la procuration que j'avais signée en faveur de Marc quelques années auparavant,
quand j'avais eu une opération du genou. Je veux la révoquer, ai-je dit. C'est votre droit le plus strict, a-t-il répondu en prenant des notes. Et mon testament. Je veux le changer. Il a levé les yeux de ses notes. Très bien. Comment souhaitez-vous réattribuer vos biens? J'ai pris une profonde inspiration. Je veux que mon fils, Marc Leclerc, soit explicitement déshérité. Je ne veux pas qu'il reçoive quoi que ce soit. Il n'a pas sourcillé. Il a simplement noté mes instructions. Et à qui souhaitez-vous léguer votre patrimoine? J'y avais pensé toute la nuit. Je veux que tout soit divisé en deux. Une moitié pour une association de protection de l'enfance. L'autre moitié pour ma petite nièce, Isabelle. La fille de ma sœur. Isabelle. Elle m'envoyait toujours une carte pour mon anniversaire. Elle m'appelait de temps en temps, juste pour prendre de mes nouvelles. Elle ne demandait jamais rien. Elle donnait simplement un peu de son temps. C'était elle, la famille. Maître Dubois a hoché la tête. C'est très clair. Nous allons préparer les documents. La révocation de la procuration sera effective immédiatement. Nous enverrons une notification à votre fille par courrier recommandé. Pour le testament, il faudra le signer ici, en présence de 2 témoins. En quittant son bureau, je me sentais comme si j'avais enlevé une armure rouillée que je portais depuis des années. J'étais vulnérable, peut-être, mais je pouvais à nouveau bouger librement. Les jours qui ont suivi ont été une avalanche de messages. Des textes de Marc, de plus en plus insistants. Puis de Sophie. Hélène, nous sommes très inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds pas. Inquiets. Ce mot sonnait si faux dans leur bouche. Ils n'étaient pas inquiets pour moi. Ils étaient inquiets pour eux. Inquiets de ce changement soudain, de cette perte de contrôle. J'ai continué à supprimer leurs messages sans les lire. J'ai bloqué leurs numéros. Je savais qu'ils finiraient par venir. La confrontation était inévitable. Mais je n'avais pas peur. Pour la première fois de ma vie, je me sentais prête. Une semaine après ma visite chez l'avocat, on a sonné à ma porte. C'était un samedi matin. J'ai regardé par le Judas. C'était Marc. Seul. Il avait l'air fatigué et en colère. J'ai ouvert la porte. Je suis restée sur le seuil, barrant le passage. Maman, a-t-il commencé, sa voix tendue. On peut savoir ce qui se passe? Tu ne réponds plus au téléphone. Tu fermes le compte de Léo. On a reçu une lettre d'un avocat. Tu revoques ma procuration. C'est une blague? J'ai attendu qu'il ait fini. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Marc. Ce n'est pas une blague. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? La question était si absurde, si révélatrice de son aveuglement, que j'ai presque ri. Tu veux vraiment savoir? Ai-je demandé, ma voix calme. Il a hésité, pris au dépourvu par mon ton. Ben, oui. Le baptême, Marc. Le baptême de mon petit-fils. J'ai appris sur les réseaux sociaux que j'avais un petit-fils baptisé. Il a eu l'air mal à l'aise. Il a passé une main dans ses cheveux. Oh, ça. Écoute, c'était quelque chose de très petit, très intime. Juste la famille proche. La famille proche, ai-je répété, sans inflexion. Et je ne fais pas partie de la famille proche, c'est ça? Mais non, ne dis pas ça. C'est juste que... Sophie voulait que ce soit simple. Tu sais comment elle est. Elle ne voulait pas de chichi. Et puis, on s'est dit que ça t'éviterait le déplacement, la fatigue. Les excuses. Toujours les excuses. Toujours des décisions prises, pour mon bien, sans jamais me consulter. Vous vous êtes dit, ai-je repris. Vous avez décidé pour moi. Comme toujours. Vous avez décidé que je ne méritais pas d'être là. C'est pas ça du tout. Tu dramatises. Non, Marc. Pour la première fois, je ne dramatise pas. Je vois les choses telles qu'elles sont. Vous m'avez exclu. Et j'en tire les conséquences. Le comte de Léo, c'était un cadeau de ma part. On ne fait pas de cadeaux à des gens qui ne vous respectent pas. La procuration, c'était un signe de confiance. Une confiance que tu as trahie. Il me regardait, abasourdi. Il n'avait jamais entendu ce ton de ma part. J'avais toujours été la mère conciliante, celle qui pardonnait tout. Mais, c'est Léo que tu punis. C'est son avenir. Non. Je ne punis personne. Je protège ce qui me reste. L'avenir de Léo, c'est votre responsabilité. Pas la mienne. Surtout si vous ne me laissez pas faire partie de son présent. Il est resté silencieux, à court d'arguments. J'ai vu la photo, Marc, ai-je ajouté doucement. J'ai vu les sourires. J'ai vu à quel point vous étiez heureux, sans moi. Et j'ai compris.
J'ai enfin compris que ma présence n'était pas nécessaire à votre bonheur. Alors je me retire. J'ai commencé à refermer la porte. Attends. Maman, s'il te plaît. On peut en parler. Non, Mark. Il n'y a plus rien à dire. Tout a été dit dans votre silence. J'ai fermé la porte. Dousement. Je ne l'ai pas claquée. L'époque des drames était terminée. C'était une simple fin de chapitre. Je suis allée dans mon salon et je me suis assise dans mon fauteuil. J'écoutais le bruit de sa voiture qui démarrait et s'éloignait. Et puis, le silence est revenu. Un silence paisible. Un silence de liberté. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'Isabelle, ma petite nièce. Tata Helene? Comment vas-tu? Sa voix était une bouffée d'air frais. Je vais bien, ma chérie. Et toi? Ça va. Dis, j'ai eu ma mère au téléphone. Elle m'a dit que Mark était furieux, qu'il se passait des choses. Elle n'a pas tout compris. Est-ce que tout va bien? J'ai hésité. Puis, je lui ai tout raconté. Le baptême, la photo, la décision de tout changer. Je m'attendais à ce qu'elle soit choquée, peut-être même qu'elle essaie de me raisonner. Mais il y a eu un long silence, puis elle a dit, d'une voix pleine d'une tristesse indignée. Ils ont fait ça? Sans te le dire? Oh Tota. Je suis tellement désolée. C'est impardonnable. La validación. La simple reconnaissance de ma peine. C'était tout ce dont j'avais besoin. Des larmes me sont montées aux yeux, les premières depuis le début de cette histoire. Des larmes de soulagement. Tu as eu raison de faire ça, a-t-elle continué. 1000 fois raison. Tu ne mérites pas d'être traité comme ça. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle ne m'a pas jugée. Elle m'a écoutée. Elle m'a offert ce que mon propre fils avait été incapable de me donner, de l'empathie. À la fin de la conversation, je lui ai parlé de ma décision de la mettre sur mon testament. Elle a protesté, bien sûr. Elle a dit qu'elle n'avait rien fait pour mériter ça. Tu as fait plus que tu ne le penses, Isabelle, lui ai-je répondu. Tu m'as vu. C'est le plus grand cadeau que l'on puisse me faire. La suite s'est déroulée comme un plan bien orchestré. J'ai mis ma maison en vente. Elle était trop grande pour moi, pleine de fantômes et de souvenirs qui ne me rendaient plus heureuse. Elle s'est vendue en moins d'1 mois. Avec l'argent de la vente et les fonds que j'avais récupérés, je me suis acheté un petit appartement lumineux en centre-ville, avec un balcon qui donnait sur un parc. C'était plus petit, plus facile à entretenir. Et surtout, c'était à moi. Un nouveau départ. J'ai fait don de la plupart de mes meubles. J'ai gardé l'essentiel, mon fauteuil, la vieille horloge de ma grand-mère, mes livres, mes photos de mes parents et de mon mari. J'ai créé un espace qui me ressemblait, qui n'était pas défini par mon rôle de mère ou de grand-mère, mais par la femme que j'étais. J'ai commencé à vivre pour moi. Je me suis inscrite à un club de lecture. J'ai commencé à faire de la poterie, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer. J'ai renoué avec de vieilles amies que j'avais négligées au fil des ans. Ma vie est devenue plus petite, mais infiniment plus riche. Chaque journée était remplie de petits choix qui m'appartenaient. Le thé que je buvais le matin. La promenade que je faisais dans le parc. Le livre que je choisissais de lire. Je n'attendais plus un appel téléphonique qui ne venait jamais. Je n'espérais plus une invitation qui n'arriverait pas. J'avais cessé d'attendre. Et dans cette absence d'attente, j'ai trouvé la paix. Sophie a essayé de m'appeler plusieurs fois, depuis des numéros masqués. J'ai reconnu sa voix sur les messages qu'elle laissait, de plus en plus paniquée, puis accusateur. Elle m'a traité de manipulatrice, d'égoïste, de vieille femme amère qui cherchait à se venger. Je supprimais ces messages sans émotion. Ces mots ne pouvaient plus m'atteindre. Ils étaient le reflet de sa propre panique, pas de ma réalité. Elle avait perdu une source de financement et une babysitter gratuite potentielle. C'était ça, sa véritable inquiétude. Un jour, j'ai reçu une lettre. L'écriture de Mark. Je l'ai reconnue immédiatement. Je l'ai posée sur la table de ma cuisine et je l'ai regardée pendant plusieurs jours sans l'ouvrir. Je n'étais pas sûre de vouloir lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Finalement, un matin, en buvant mon café, je l'ai ouverte. C'était une longue lettre. 4 pages. Il s'excusait. Il disait qu'il avait été un fils terrible, qu'il m'avait prise pour acquise, qu'il avait laissé Sophie tout diriger. Il disait que mon silence lui avait fait comprendre plus de choses que toutes les disputes du monde. Il me demandait pardon. Il disait qu'il voulait que je rencontre Léo. Que je sois sa grand-mère. J'ai lu la lettre. J'ai senti une pointe de la vieille tristesse revenir. Le regret de toutes ces années perdues. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas décroché mon téléphone pour l'appeler. J'ai replié la lettre et je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour,
je lui répondrai. Peut-être qu'un jour, une nouvelle relation, basée sur de nouvelles règles, pourra naître. Des règles de respect mutuel. Des règles où je ne suis plus une option, mais une personne à part entière. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je profite de mon silence. Je profite de ma paix. Je profite de ma nouvelle vie, que j'ai construite pour moi, par moi. Le silence peut être une punition, c'est vrai. Mais il peut aussi être un cadeau. Le cadeau que l'on se fait à soi-même. Le cadeau de l'espace. L'espace pour respirer, pour guérir, pour se souvenir de qui l'on est quand personne ne nous dit qui l'on doit être. J'ai regardé par la fenêtre de mon nouvel appartement. Le soleil se couchait sur le parc. Des enfants jouaient. Des couples se promenaient. La vie continuait, belle et simple. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je me sentais entière. En paix. Et libre. La porte n'était pas fermée à clé. Mais elle n'était plus grande ouverte, non plus. Elle était simplement entr'ouverte, attendant de voir si le vent qui soufflait de l'extérieur était un vent de changement sincère, ou juste un autre courant d'air passager. Et j'avais tout le temps du monde pour le découvrir.